Ça fait un mois que j'utilise quotidiennement mon iPhone 16 Pro, on va voir ensemble les avantages, les inconvénients, si ça vaut le coup d'acheter cet iPhone 16 Pro, et aussi les choses qui servent à rien sur ce téléphone. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. On a un écran qui est légèrement plus grand que la gamme précédente avec un écran de 6,3 pouces, avec toujours la technologie ProMotion et le 120 Hz qui est embarqué sur la gamme des Pro et qui n'y a pas sur la gamme des classiques. Une nouvelle puce, la puce A18 Pro qui est censée être meilleure que la puce précédente A17 Pro ou même qui est meilleure que la A16 Bionic. Après, probablement que la puce est plus puissante que les puces des gammes précédentes, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si on regarde un petit peu à l'arrière de l'iPhone 16 Pro, il y a quelques fonctionnalités qui ont été rajoutées sur cette nouvelle gamme. Déjà le capteur principal qui est un capteur 48 mégapixels, on a un ultra grand angle qui passe de 12 mégapixels de la gamme précédente à 48 mégapixels. Ça va être bien pour pouvoir prendre des photos qui sont plus détaillées et même pouvoir faire de la macro avec cet ultra grand angle de façon un petit peu plus précise. Et on récupère le x5 du téléobjectif de l'iPhone 15 Pro Max qu'on vient mettre cette fois-ci sur la gamme des Pro aussi. C'est plus un x3 comme les autres gammes précédentes, là on passe sur un x5, ce qui est nettement mieux. Depuis l'iPhone 12 Pro, on a un capteur LiDAR présent dans le coin en bas à droite, et ce capteur LiDAR, si tu te demandes un petit peu à quoi il sert, il va permettre, lorsque tu vas prendre des photos d'une personne ou d'un objet, à séparer le fond de la personne ou de l'objet en question. En gros, le capteur LiDAR va calculer en temps réel la distance qui est entre le capteur et la personne ou l'objet que tu veux filmer, et en même temps l'arrière-plan. Et c'est comme ça que ça va permettre de pouvoir faire un processus d'arrière-flou qui soit un petit peu plus précis sur ces iPhones. Donc cette année, on a été gâté en termes d'objectifs photo, parce qu'on passe du x3 au x5 en téléobjectif. On a un ultra grand angle en 48 mégapixels à la place d'un 12 mégapixels, et on a la caméra principale qui est en 48 mégapixels et qui fait des photos d'une qualité incroyable. D'ailleurs, quoi de mieux qu'une review d'un iPhone 16 Pro que de le tester sur le terrain, et c'est pour ça qu'on va se retrouver au parc de la Tête d'Or pour pouvoir tester l'objectif photo de ce nouveau téléphone. Et oui, parce que le mode de l'iPhone a aussi un mode qui permet d'améliorer les voix. Là, normalement, il y a quelques voitures qui passent autour de moi, il n'y a pas énormément de monde, mais vu qu'on est dans une grande ville, il y a quand même assez de bruit, il y a quand même pas mal de bruit. Et donc là, du coup, j'active le mode studio, le mode cinématique aussi, et le dernier mode, je sais plus comment il s'appelle. Dans tous les cas, je remettrai le nom juste en dessous de la vidéo en même temps que je filme. Ça me permet de voir de la stabilisation parce que du coup là, je tiens mon téléphone à une main, je suis avec la trottinette à l'autre main et en même temps ça permet de voir. Ça permet de voir en même temps la qualité vidéo lorsqu'il fait un petit peu sombre, parce que là le soleil va bientôt se coucher. J'ai beaucoup d'arbres autour de moi, ça peut se voir, il y a des bâtiments. Peut-être que ça s'entend pas énormément. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est l'une des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont apportées sur ce nouvel iPhone, à voir si ça rend bien ou pas après, en changeant les paramètres directement sur l'iPhone. Si on descend un petit peu sur les caractéristiques physiques de cet iPhone, on a en dessous un port USB-C. Alors oui, il n'y a rien de différent par rapport à l'année dernière, parce que depuis l'année dernière, Apple introduit sur ses iPhones de l'USB-C. Bon, clairement, ce changement, il vient pas d'eux, ils ont été forcés à mettre de l'USB-C, mais au moins c'est bien, comme ça permet d'avoir un chargeur unique en fonction de tous les appareils que tu peux avoir à portée de main. Comme ça, t'es sûr que c'est sur de l'USB-C, il n'y a pas du Lightning ou quoi que ce soit ou d'autres ports. Sauf que maintenant, ce port USB-C sur cette nouvelle gamme d'iPhone, c'est pas le même que sur la gamme de l'année précédente. Avant, c'était de la norme en USB 2, maintenant c'est de l'USB 3, ce qui permet de pouvoir transférer des fichiers lorsque tu branches sur ton téléphone à ton ordi, par exemple, ou à ton Mac, de pouvoir transférer des fichiers beaucoup plus rapidement qu'avant. Et ça a pas seulement un impact sur le transfert des fichiers, mais aussi comment tu recharges ton téléphone. Il y a très longtemps de ça, Apple était critiqué forcément pour la batterie qui était pas si ouf que ça et qui mettait énormément de temps à se recharger. Maintenant, c'est un peu moins le cas, on est encore loin des derniers Samsung ou même des Vivo ou même d'autres marques qui rechargent leur téléphone en 180 watts. Après voilà, au niveau du temps de charge, je saurais pas forcément te dire à quoi ça correspond parce que moi je charge mon téléphone entre 20 et 80% de la batterie parce que c'est ce qui permet d'entretenir le mieux la batterie de l'iPhone. Pareil au niveau de mon utilisation quotidienne, il me tient largement toute la journée, parfois même un petit peu de la journée d'après. Si je l'utilise de façon intensive, surtout je l'utilise entre 20% et 80%, il me tient la journée facile. Donc ça c'est cool. Il me tient bien mieux que mon iPhone 13. Je saurais pas te dire combien de temps je peux l'utiliser concrètement de 0 à 100%, mais en regardant sur internet, j'ai trouvé qu'il tenait entre 7h40 et à peu près 8h20 en termes de temps que tu peux l'utiliser de façon vraiment intensive avec la luminosité à fond sur des jeux, sur des vidéos, bref, sur tout ce qui consomme un maximum sur le téléphone. Parce que affiché sur le site d'Apple 27 heures de lecture vidéo, ça veut tout et rien dire. Donc maintenant tu sais que tu peux tenir à peu près 8 heures de façon consécutive sur ton iPhone en utilisation intensive. Bon, et puis sur cet iPhone, il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Le premier point négatif qui saute clairement aux yeux, c'est le prix de cet iPhone. 1229 € pour la version la plus basique de l'iPhone Pro, et ça peut monter jusqu'à 1859 € si tu prends 1 Tera de stockage. Après, qui a besoin d'1 Tera de stockage? Mais enfin bref, ça fait quand même très cher pour un produit qui apporte pas non plus de grandes nouveautés par rapport à la concurrence avec Samsung par exemple, ou même encore avec d'autres marques comme avec Xiaomi. Et puis il est bien beau cet iPhone, mais il n'y a pas
de grandes nouveautés par rapport à la gamme des 15. Si tu as un iPhone 15 et que tu décides de passer sur un iPhone 16, que ce soit un iPhone 15 Pro, un iPhone 16 Pro ou même la gamme classique, tu vas voir aucun changement à part un nouveau bouton qui vient d'apparaître sur le côté. Et d'ailleurs, en parlant de ce bouton, parlons-en. Ce bouton est vraiment incroyable technologiquement parlant, avoir créé quelque chose d'aussi petit qui permet de différencier lorsqu'on fait un appui prononcé, un appui léger ou même un glissement dessus. Mais par contre, du côté de l'utilisateur, c'est catastrophique. Il est pas si bien placé que ça. Des fois, ça m'est arrivé de l'utiliser sans forcément en avoir envie, juste d'appuyer dessus parce que c'est à l'endroit où je mets mon pouce habituellement. Et puis, c'est pas si intuitif que ça d'utiliser ce bouton plutôt que les fonctionnalités tactiles qui sont déjà implémentées dans l'iPhone. En fait, on a essayé de résoudre un problème qui n'existait pas. Donc, on a créé finalement un autre problème. Je m'en suis peut-être servi 2-3 fois de ce bouton, mais encore fallait que j'y pense. En fait, dès que je voulais prendre une photo, je me suis dit, bah tiens, j'ai le bouton sur le côté, allez, j'appuie dessus et ça me permet d'ouvrir l'appareil photo, alors que je pourrais très bien le faire en glissant aussi sur mon écran verrouillé de l'iPhone. Donc à voir ce que ça va donner réellement, même s'ils vont décider de le garder dans les prochaines gammes. Je pense pas que c'est quelque chose qui était nécessaire d'implémenter, il y avait peut-être d'autres choses à implémenter ou d'autres choses à améliorer, mais maintenant de toute façon on le voit à travers les téléphones et pas que les iPhones, hein, avec tous les téléphones, c'est très dur de faire des innovations en termes technologiques, ça va plus être dans le côté logiciel de la chose. Et d'ailleurs, en parlant du côté logiciel, Apple Intelligence, venons-en. Apple Intelligence n'est pas disponible pour l'instant en France, n'est même pas disponible encore réellement, c'est encore une version bêta, une version test. Apple Intelligence, c'est de l'intelligence artificielle d'Apple qui va utiliser justement ChatGPT ou encore d'autres logiciels pour nous donner plus d'informations, nous permettre de corriger des textes, faire un petit peu tout ce que fait ChatGPT mais en étant directement inclus à travers notre téléphone. Sauf que le problème, c'est que c'est bien beau de proposer ces fonctionnalités, mais en fait c'est toujours pas disponible et on sait même pas quand c'est que ça va être disponible. Avec un peu de chance, ça arrivera en 2025, mais il y a déjà d'autres constructeurs qui ont intégré l'intelligence artificielle à travers leurs produits, comme avec Samsung, encore une fois, hein. On peut supprimer des éléments d'une photo, on peut dessiner des choses. Est-ce que c'est quelque chose qui va réellement nous servir? Pas forcément. Ça se trouve, ça va juste être quelque chose qui va nous intéresser la première semaine, les 2-3 premières semaines, et se dire finalement ça sert plus à grand chose. Ou au contraire, ça se trouve on va réussir à bien l'implémenter dans notre quotidien et à utiliser Apple Intelligence pour nous permettre de rédiger des textes, de corriger aussi des mails par exemple qu'on a envie d'envoyer, de passer devant un resto et juste de voir la note de ce restaurant pour voir s'il est bien noté, s'il y a de bons avis, si on peut aller dedans en étant serein. Les coloris de cet iPhone est assez basique, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus prononcé de la part d'Apple que juste mettre un noir, un désert, un blanc et un titane naturel. J'aurais bien vu une petite version un peu bleu sombre, un peu bleu nuit, ou un vert un petit peu plus foncé, ou juste des couleurs qui sont pas forcément très prononcées, mais juste où il y a une petite touche de couleur, et ça n'a pas été apporté sur cette année. Et puis dernière chose, cet iPhone c'est pas du tout un bon rapport qualité-prix par rapport aux fonctionnalités qu'il propose. C'est peut-être un investissement justement avec l'arrivée d'Apple Intelligence qui arrivera l'année prochaine, mais pour l'instant, actuellement, c'est pas du tout un bon rapport qualité-prix. Mais du coup, est-ce qu'il faut l'acheter cet iPhone? Alors ça dépend de ta situation, parce que c'est clairement une bête de machine, cet iPhone, il y a plein de performances et plein de choses que tu peux faire avec, et vu que c'est forcément le dernier, il y a toutes les dernières fonctionnalités qu'Apple sait si bien le faire, qu'ils ont mis à l'intérieur d'une seule et même machine. Mais maintenant, si t'es un utilisateur qui a un iPhone au-dessus de la gamme des 13, c'est pas si intéressant que ça que de passer sur la gamme des 16. Si tu passes d'une gamme classique à une gamme des pros, c'est un petit peu plus intéressant parce que là t'as des fonctionnalités que t'as pas sur un classique, comme le 120 Hz, comme le triple objectif photo avec le téléobjectif qui arrive et qui peut être très satisfaisant lorsqu'on prend des photos en extérieur parce qu'on n'a pas forcément envie de se déplacer, de se rapprocher de l'objet ou quoi, ou tout simplement si t'as le budget et que tu veux te faire kiffer pour acheter ce téléphone et que tu sais que c'est pas forcément un problème pour toi de le prendre maintenant. Par contre, si t'as un iPhone qui est au-dessus de la gamme des 13 et notamment la gamme des pros, et ça sert à rien de passer sur cet iPhone 16 Pro parce qu'il apporte pas de réelles fonctionnalités, de réelles nouveautés, légèrement au niveau de l'appareil photo, ce qui est incroyable quand on est créateur de contenu comme moi et juste qu'on a envie de prendre un petit peu tout en photo ou en vidéo. Par contre, si tu t'en fous d'Apple Intelligence, il est peut-être plus intéressant d'attendre l'année prochaine que ça sorte concrètement sur la gamme des 16 et même sur la gamme des 17 qui sortiront en septembre l'année prochaine pour t'acheter un iPhone 15 parce que là ce sera plus intéressant vu que forcément ils vont baisser en prix vu qu'il n'y aura pas Apple Intelligence dessus. Donc à toi de voir à travers tout ce que je t'ai dit dans la vidéo si c'est intéressant ou pas de prendre un iPhone 16 Pro. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire juste en dessous. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Dorian. Ciao.